et à appeler notre intervenant suivant, à savoir Stéphane Van Damme, qui est historien des sciences, qui a été en poste à l'Institut européen de Florence pendant plusieurs années avant de revenir à Paris à l'École normale supérieure. Ses recherches portent précisément sur l'émergence des sciences et c'est le regard qu'il donnera à cette analyse sur l'Europe. Et je mentionnerai, pour leur intérêt, mais aussi pour la beauté de leur titre, ces deux derniers livres, dont le titre principal est respectivement « La prose des savoirs » et « Seconde nature ». Et je vais donc, si la technique nous sert, ce dont je ne doute pas un seul instant, lui passer la parole. Merci, Madame la Présidente. Alors, je voudrais à mon tour remercier l'administrateur du Collège de France et le comité d'organisation de ce colloque, et en particulier William Marx et Samantha Besson pour cette invitation. Je voudrais aussi remercier le Collège de France de faire une place aussi à l'histoire des sciences, cette petite discipline. Donc voilà. Les enjeux de cette analyse de l'Europe des sciences et des techniques sont au cœur des définitions même de l'Europe dans les débats actuels, comprises à la fois comme héritage et comme promesse, située entre universalité et historicité, pour reprendre la formulation de la philosophe Corinne Pelluchon dans un livre publié l'année dernière. S'inscrivant dans le pas de Husserl, qui définissait l'Europe comme un espace culturel et intellectuel plutôt que comme une entité géographique, un continent, Corinne Pelluchon marquait les difficultés auxquelles fait face aujourd'hui cette figure spirituelle, menacée soit par la dénonciation d'un eurocentrisme, soit par la perte de confiance en un modèle européen qui n'est plus hégémonique. Elle invitait les Européens à ressaisir le sens d'un engagement scientifique dans le cadre de l'Union européenne, sans adopter la position défensive du scientisme, mais sans renoncer pour autant aux promesses de la raison. Il me semble que l'histoire peut contribuer modestement à cet effort. En évoquant une tradition sans rivage dans le titre, il ne s'agit pas ici d'adopter un point de vue passéiste, traditionnaliste, mais de marquer combien il est important de sortir d'une vision présentiste des sciences. En nous concentrant principalement sur les sciences exactes, sans la médecine et sans les sciences humaines et sociales, on cherchera à montrer que cette tradition est à la fois plurielle, partagée et sans rivage, et qu'elle est la résultante de plusieurs opérations intellectuelles qui lui donnent sens et la définissent. Une première opération est l'opération historiographique, qui fait de l'histoire des sciences en Europe un véritable palimpseste. Une seconde opération, proprement épistémologique, consiste à s'interroger sur les contours d'une tradition située, d'une rationalité partagée, pour parler comme Émile Durkheim, faite non seulement de concepts, de pratiques, mais aussi d'objets, d'instruments et d'institutions. Enfin, une opération plus spatiale, voire plus anthropologique, nous permettra de saisir ce que l'Europe doit à une tradition ouverte sur le monde et nous aidera à ressaisir les échelles de déploiement de ces sciences européennes. Alors, vous l'avez compris, c'est une tâche difficile en 30 minutes, car il faudra, dans un même exposé, traiter des sciences et des techniques entre l'Antiquité et le début du XXe siècle. Bon, je suis sorti légèrement de ma zone de confort, vous m'excuserez. Loin de viser à l'exhaustivité, donc, il s'agira au contraire de proposer, de penser l'Europe à partir des sciences et des techniques, et peut-être plus modestement d'introduire aux présentations qui auront lieu cet après-midi. Alors, si l'on commence par la tradition historiographique, comme l'écrit Gad Freudenthal, historien des sciences de la culture juive médiévale, je cite, « L'histoire des sciences est aussi vieille que les sciences elles-mêmes et le prolongement naturel de la pratique scientifique. Les scientifiques, et en particulier les grands scientifiques, se sont souvent vus comme reposant sur les épaules de géants auxquels ils voulaient s'identifier. » Fin de citation. Je me propose de montrer comment des conceptions de l'Europe, des sciences et des techniques ont été ainsi façonnées à partir de quelques motifs historiographiques, dans un premier temps. Premier motif, au tableau, c'est la thèse du miracle grec qui apparaît sous la plume d'Ernest Renan en 1883, désignant l'éclosion d'une pensée mathématique et naturaliste en Grèce à partir du VIe siècle avant notre ère. Bien que contestée, l'expression de miracle grec
a permis, tout au long de la première moitié du XXe siècle, de reconnaître la mise en œuvre d'un vaste programme qui rompt avec une conception contemplative de la nature pour la considérer au contraire comme une réalité à déchiffrer au moyen de l'observation, de l'hypothèse et de la démonstration. Souvent associée à la géométrie euclidienne ou à la théorie des nombres de Pythagore ou de Thalès de Milet, les sciences anciennes s'affirment aussi bien en astronomie avec la théorie des sphères, en théorie musicale avec l'idée d'harmonie, que dans les savoirs naturalistes que sont la botanique ou la zoologie. Mais au moment où Aristote formalise la méthode scientifique avec ses seconds analytiques, établissant le statut d'administration de la preuve par un art de la déduction, il n'existe encore que peu de sciences constituées comparables à la médecine hippocratique qui reposait déjà sur un vaste corpus. Ces traditions scientifiques, riches et multiples, vont donner lieu à un foisonnement d'écoles et d'épistémologie, des penseurs présocratiques à l'école d'Alexandrie de l'époque romaine, et offrir aux historiens une documentation exceptionnelle qui nous est parvenue. Le dictionnaire sur le savoir grec, dirigé par Jacques Brunswick, Pierre Pellegrin et Geoffrey Lloyd en 1996, donne une vision plus nuancée de ce surgissement ex nihilo et replace cet avènement scientifique et technique au sein d'un ensemble culturel plus vaste où trônent la rhétorique et la philosophie. Récemment, Liba Taub, professeur à l'Université de Cambridge, a promu un élargissement du spectre des sources scientifiques en y incluant aussi des écrits littéraires et appelle à redoubler de prudence. Je cite, « Il faut reconnaître que le statut de diverses activités humaines en tant que scientifiques, non scientifiques ou même pseudo-scientifiques n'est pas toujours clair. Alors que les Grecs de l'Antiquité s'intéressaient eux-mêmes à la classification des activités humaines, il n'existait aucun terme, ni en grec ni en latin, équivalent à la signification moderne scientifique. Bien que certains aient suggéré que le mot grec épistémé soit équivalent au latin scientia, cela reste discutable. De plus, aucun des deux ne véhiculait les mêmes significations que notre mot grec, mot moderne, science. » Fin de citation. La projection même de ce miracle grec est assez diffuse si l'on songe que l'empire d'Alexandre s'étendait jusqu'à l'Afghanistan actuel. Cette force des sciences grecques tient avant tout à leur transmission dans la durée. Même si l'empire de l'architecture aristotélicienne n'a cessé de s'affirmer, l'héritage des sciences grecques a nécessité la constitution de corpus, l'édification de traditions savantes et n'a jamais été monolithique. Cette tension entre héritage et autonomisation est évidemment à l'œuvre dans le débat autour des sciences à Rome. Dans son livre « What did Romans know ?», Darin Lehoux se propose d'explorer l'édifice même des sciences de la nature dans les mondes romains jusqu'au second siècle après Jésus-Christ. S'il n'oppose plus les sciences et religions et incorpore les questions de divination, de miracle et de causalité divine dans le spectre de l'enquête scientifique, Lehoux reconnaît la centralité, lui aussi, de la rhétorique et du droit dans le monde romain. Les sciences romaines permettent un retour réflexif, on le voit, sur l'héritage grec, dans un contexte de crise de la fin de la République, de remise en cause de la tradition et de découverte du droit naturel, mais aussi d'ouverture géographique sur la Méditerranée. Elle formule un universalisme romain concret, dira Claudia Moatti. Ce détour par Rome est donc extrêmement fécond parce qu'il brise une vision trop moderniste et linéaire de la genèse des sciences antiques, soulignant que cette culture savante, loin de disparaître avec l'Empire romain, ressurgira avec force à la Renaissance. Le débat n'est donc pas sans importance, car il permet de revisiter les fondements de la rationalité scientifique européenne, tout en sortant d'une querelle des origines. Ces débats sur les fondements grecs de l'Europe des sciences renvoient aussi à une conception fixiste de la géographie de l'Europe. Progressivement, on questionnera l'ancrage européen de cet héritage. Au Moyen-Âge, la rivalité entre Occident latin et Empire byzantin va accentuer l'idée que l'Europe grecque n'est pas exactement l'Europe occidentale, qu'elle en constitue parfois même un corps étranger et païen. On sait que pour Lucien Febvre, au contraire, c'est le christianisme latin qui, je cite, a contribué à donner aux Occidentaux une conscience commune par-dessus les frontières qui les séparent, une conscience qui, laïcisée peu à peu, est devenue une conscience européenne. Fin de citation.
Une autre perspective a structuré l'écriture de l'histoire européenne des sciences. Avec Condorcet et son esquisse pour un tableau de l'esprit humain, publié à titre posthume en 1795, on voit émerger une histoire de l'intelligence européenne et du progrès en général dans le cadre d'une histoire de l'esprit humain, formulée plus tard par Hegel puis Auguste Comte. Cette intelligence européenne, définie par la notion de perfectibilité infinie de l'esprit humain, va se développer autour de l'idée du cerveau comme organe de pensée. À la même époque, la révolution industrielle a réagencé les rapports entre sciences et techniques. Les saint-simoniens, comme Michel Chevalier, s'interrogent aussi sur la mutation des sciences et des techniques et leur utilité dans les sciences contemporaines. L'Écossais Andrew Ure, entre autres médecin et astronome, participa lui aussi à la création de nombreuses institutions d'enseignement supérieur pour les ingénieurs et devient un expert sur les questions industrielles pour le gouvernement britannique dans les années 1820-1830. Dans sa philosophie des manufactures, publiée en 1836, il réfléchit à une économie morale du système automatique en vue d'une mécanisation généralisée qui libérerait l'ouvrier. Cette projection universaliste du côté des sciences comme des techniques fait de l'Europe une communauté spirituelle et créatrice. Georges Sarton, le fondateur, on peut dire, de l'histoire professionnelle des sciences au début du XXe siècle et créateur de la fameuse revue américaine ISIS, écrit avec emphase dans le premier grand manuel de la discipline, son introduction à l'histoire des sciences de 1927. L'histoire des sciences qui ne se référerait pas à la technicité serait bien sûr incomplète, mais elle va au-delà d'elle sans doute. Elle est l'histoire des civilisations, pas simplement des derniers siècles, mais en son entier depuis l'Antiquité, aussi profonde qu'on peut les pénétrer jusqu'à nos jours. Elle est l'histoire de l'humanité, seulement une partie d'elle bien sûr, mais une part essentielle, la seule qui peut expliquer encore les progrès à travers les âges. Fin de citation. Cette vision anthropologique et universaliste va perdurer et revenir régulièrement structurer la réflexion sur l'intelligence européenne. Du côté des sciences, cette attention va se faire de plus en plus normative en s'appuyant sur les critères de la logique formelle pour définir strictement les sciences par rapport au savoir traditionnel. Du côté des techniques, une approche anthropologique va faire de la technologie un critère au milieu du XIXe siècle pour classer les sociétés en fonction de leurs différents stades de développement dans une perspective évolutionniste. Dans les années 90, s'est affirmée une histoire cognitive des sciences qui a repris ce projet, mettant d'abord l'accent sur les formes cognitives de la recherche, les journaux, les notes, les carnets de laboratoire qui soutiennent la méthode scientifique. Il est alors question, dans cette réflexion autour de l'intelligence européenne, de produire une analyse historique d'opérations, raisonner, expliquer, apprendre. Comme on le voit longtemps, l'Europe a été identifiée à ces traditions savantes et ce paradigme va se retourner et accorder plus de place à l'innovation. On peut le retrouver à travers deux paradigmes, celui de la révolution scientifique et celui de l'Europe technicienne. Alors, la formulation d'une révolution scientifique, elle est à la fois ancienne, puisqu'elle apparaît déjà dans la querelle des anciens et des modernes, et nouvelle au XXe siècle, puisqu'elle va prendre une force considérable à partir des années 1930 et surtout au moment de la guerre froide. Après-guerre, en effet, tous les débats tournent autour de la notion de révolution, d'Alexandre Koyré à Thomas Kuhn, en passant par Michael Butterfield ou Henri Gerlach. On a tout un ensemble de travaux. La structure des révolutions scientifiques, livre publié par Kuhn en 1962, va avoir un retentissement extraordinaire dans le contexte de la guerre froide et du thème des révolutions atlantiques. Kuhn y défend l'idée d'un double régime qui caractériserait les sciences. Celui de la science normale, fondée sur le partage d'un paradigme, c'est-à-dire de références communes, une manière d'enseigner, des critères de validation des connaissances et une cumulativité des savoirs. Et puis celui de la crise, de la révolution, où au contraire il y aurait une déstabilisation de ces repères qui ne font plus consensus. On oublie souvent le terme de structure dans la démarche de Kuhn, qu'il associe à une histoire aussi morphologique et qui dépasse largement l'histoire des XVIe et XVIIe siècles. Fortement influencé par Ludwig Fleck, cet épistémologue et médecin polonais,
l'un des grands mérites de la thèse de Kuhn est d'insister sur la gestion collective de l'innovation scientifique, sur les collectifs de pensée. Au début du XIXe siècle, tout un ensemble d'opérations historiographiques sont ainsi menées pour étayer ces grands récits. On publie les grandes correspondances européennes, Leibniz, Descartes, Galilée, comme autant de monuments nationaux. Ces récits fonctionnent aussi parce qu'ils excluent ou parce qu'ils invisibilisent les savantes, les intermédiaires locaux des mondes lointains, les savoirs vernaculaires. Le succès du thème de la Révolution a ainsi contribué à hiérarchiser les historiographies européennes. Si on prend l'exemple de l'Espagne, par exemple, il a longtemps justifié la légende noire selon laquelle l'Espagne du siècle d'or n'était jamais entrée dans la modernité scientifique. En termes de discipline, en privilégiant aussi le réductionnisme physico-mathématique, il a eu pour conséquence d'écarter les savoirs naturalistes, comme l'histoire naturelle ou encore la chimie, du paradigme de l'innovation. L'Europe technicienne, elle, renvoie au livre de David Landes, publié et traduit en 1975, qui proposait une histoire des progrès techniques et de la révolution industrielle, mesurant les avancées et les retards entre les pays européens. Cette approche a été largement critiquée, mais elle a permis de repenser le modèle d'une Europe technicienne fondée sur des dynamiques transnationales, des transferts technologiques, mais aussi des mobilités de travail. À partir de ces éléments, il s'agit aujourd'hui pour les historiens des techniques de dégager un modèle de rationalité spécifique, ce qu'ils appellent les savoirs utiles, useful knowledge, liés au monde de l'invention, de l'innovation et définissant une culture de la croissance économique. Ces travaux s'inscrivent dans une histoire du capitalisme et de ses épistémologies qu'avait déjà encouragé Fernand Braudel. La particularité des sciences et des techniques en Europe tiendrait donc de ce basculement d'une culture scientifique fondée sur la tradition, dans un rapport avec le passé et les héritages, à une culture scientifique marquée par l'innovation, la rupture et la discontinuité. Mais derrière ces opérations historiographiques, on trouve aussi une interrogation sur la patrimonialisation des sciences et des techniques qui entretiennent un rapport aux archives, aux collections, aux équipements scientifiques. Elle montre peut-être de manière têtue que les sciences et les techniques européennes vivent et meurent aussi, et qu'elles s'inscrivent aussi dans des régimes d'historicité. Pratiquer les sciences en Europe, c'est donc participer aussi à une communauté d'engagement pour le vrai, pour reprendre une expression courante. C'est une communauté de projets qui s'inscrit, qui émerge à partir de méthodes, de pratiques, mais aussi de problèmes scientifiques. Ces différentes manières d'écrire l'histoire des sciences et des techniques en Europe se sont accompagnées de l'ambition de vouloir définir, en termes simples, les sciences et les techniques de l'Europe. On distinguera ici plusieurs approches. Première approche, autour d'une réflexion épistémologique, autour d'un style européen qui caractériserait la méthode scientifique. Ce sont ici les travaux de Alistair Crombie, mort en 1996, historien des sciences médiévales, premier professeur de la chaire d'histoire des sciences à Oxford à partir de 1953, qui se propose dans une œuvre monumentale en 3 volumes, Styles of Scientific Thinking in the European Tradition, publié en 1994, de décrire l'émergence d'un style européen de raisonnement scientifique en isolant 6 types que vous avez sur la diapositive. Le premier ensemble renvoie à l'idée du modèle de la déduction chez les Grecs, au carrefour des sciences et du droit. Le second style revisite l'argument expérimental entre le XIIIe et le XVIIe siècle. Le troisième régime porte sur l'idée d'un mécanisme universel, jouant sur l'analogie divine et articulant une épistémologie du faire et du savoir. Le quatrième style renvoie à la pensée taxinomique, qui est celle issue de la tradition grecque, inaugurée par les écrits hippocratiques. Un cinquième type décrit l'essor d'un mode de pensée probabiliste et la naissance de l'analyse statistique. Enfin, la dernière méthode, la sixième, analysée, celle de la génétique en histoire naturelle et qui prépare les théories de l'évolution et de la sélection naturelle. L'approche revendiquée par Crombie est celle d'une anthropologie historique des sciences qui promeut une histoire des styles de raisonnement scientifique comme partie prenante de ce qu'il appelle une identité culturelle de l'Europe, c'est-à-dire replaçant les sciences par rapport, je cite, à d'autres activités comme l'art, l'érudition, la philosophie, la théologie, le droit, l'administration ou le commerce. Fin de citation. Il s'agit donc de reconstituer ce qu'il appelle des écologies historiques, des environnements, des dispositions culturelles qui ont rendu possible ces styles. L'approche stylistique obéit
à la fois à une logique classificatoire et à la volonté d'identifier des modalités, des distinctions, des propriétés, mais aussi de la valeur. En réhabilitant une longue gestation qui commence dès l'Antiquité et dont le centre de gravité serait le Moyen-Âge, Crombie refuse évidemment une histoire linéaire. La tradition européenne est faite, au contraire, d'interruptions et d'oubli, de non-transmission et de traduction partielle de l'édifice gréco-arabe. On peut y voir aussi la réponse britannique au thème franco-américain, ça c'est mon interprétation, de la révolution scientifique, chère à Coiré et à Kuhn. Passons à un autre projet, plus rapidement, celui de Lorraine Daston, directrice de l'Institut Max Planck en histoire des sciences de Berlin, qui a entrepris, elle, d'interroger les différents éléments caractéristiques des sciences modernes, de la Renaissance aux Lumières, en revisitant à partir d'une enquête historique les thèmes fondateurs de l'épistémologie. Elle a ainsi proposé d'historiciser des pratiques scientifiques que l'on pensait jadis intemporelles, telles que la quantification, l'objectivité, l'observation, l'empirisme, la culture des faits, ou encore, plus récemment, la planification. Son approche renoue avec l'épistémologie historique à la française, de Bachelard à Foucault, et même jusqu'à Yann Hacking. Je vais un tout petit peu plus vite. Voilà. Prendre la mesure du succès des sciences et des techniques dans les sociétés européennes implique dès lors de s'interroger non seulement sur les concepts, mais aussi sur le déploiement des sciences et des pratiques scientifiques. L'émergence de la révolution scientifique à partir du XVIe siècle a pu ainsi être décrite comme une révolution de l'organisation. Daniel Roche a bien décrit, par exemple, pour les académies du XVIIIe siècle, le saut cognitif que représente la formalisation des pratiques au sein d'un lieu, le rituel de la parole, l'ouverture aussi à l'expertise sollicitée par les pouvoirs locaux ou les administrations royales, le paradigme enfin de la collection. Tandis que Daston a insisté sur la création d'un ethos scientifique commun à l'époque des Lumières. De quelle nature est ce collectif ? Dans le contexte des grandes expéditions scientifiques en Amazonie ou dans le Pacifique, on célèbre volontiers une science masculine et aristocratique qui se fonde sur des logiques d'exclusion qui sont propres aux sociétés anciennes, principalement celles des femmes actives ou celles des artisans techniciens. De la République des sciences de Condorcet au Commonwealth des sciences de Dewey au début du XXe siècle, l'Europe, enfin, apparaît comme un espace de coopération, de circulation, de tradition, comme en témoigne la forme congrès scientifique, qui couronne l'internationalisme à la fin du XIXe siècle, ou encore les expéditions internationales, de l'observation du transit de Vénus au milieu du XVIIIe siècle jusqu'aux expéditions consacrées au géomagnétisme au milieu du XIXe siècle. Un des éléments qui va permettre cette unification, c'est la question des langues scientifiques. Ça a déjà été évoqué aujourd'hui. Avant l'affirmation d'un monolinguisme, un Michael Gording montre, dans un livre Scientific Babel, montre la pluralité des grandes langues véhiculaires savantes européennes, qu'il s'agisse du grec, bien entendu, du latin, mais aussi de l'allemand, du danois, du français, du néerlandais, du suédois ou du russe. En chimie, par exemple, c'est la crainte d'une babélisation qui conduit à une simplification, à une réduction à 3 langues, anglais, français et allemand, avant 1914. Gordin insiste sur les effets d'une politisation des sciences qui va conduire à la relégation de l'allemand dans l'entre-deux-guerres et à celle du russe durant la guerre froide. Cette dimension politique va faire apparaître l'anglais comme une langue neutre dans la phase de décolonisation. Gouverner les pratiques scientifiques ne consiste donc pas simplement à transformer le mécénat qui existait, mais érige les sciences européennes en modèle de vertu politique et sociale, d'où le terme de l'utilité. La civilité scientifique du XVIIe siècle, largement définie par l'éthos aristocratique du curioso, va se muer en modèle de civilisation au siècle suivant. Ces approches cherchent ainsi à montrer que dans les sociétés anciennes, pré-industrielles, la science, par son impératif d'utilité, se mue aussi en pratique culturelle et en bien public. Elle prend une valeur éducative au XIXe siècle particulière qui explique sa présence bien au-delà des laboratoires ou des cabinets de curiosité. Les recherches sur la popularisation des sciences, si fortes dans l'Europe du XIXe siècle, ont montré que le mythe du savant professionnel isolé avait vécu et que les scientifiques
d'alors étaient encouragés à écrire pour un large public et à promouvoir un intérêt public dans la science. Contrairement à une idée préconçue, cette popularisation ne proposait pas la vision d'une science homogène et monolithique, mais mettait en scène des conceptions rivales de la science. Dans de nombreux pays européens, l'espoir dans les capacités transformatives du monde par les sciences et les techniques, qui était très clair dans la défense et la promotion des sciences appliquées, se heurta à des convictions religieuses ou à des sciences plus subversives, plus radicales, influencées par le marxisme, associant rationalisme et réforme sociale et appelant à une véritable méritocratie des sciences. Alors que partout on oppose sciences et techniques, l'Europe serait finalement devenu un carrefour, un lieu d'articulation, sinon de fusion entre épistémé et techné. Alors, depuis la Renaissance, le travail technique se caractérise par un univers de process qui structure l'activité sous la forme d'opérations distinctes. C'est particulièrement vrai dans la culture de l'ingénieur de l'Ancien Régime. Différents travaux ont mis en valeur une épistémologie donc artisanale qui apparaît sous différentes formes, qu'il s'agisse d'une hybridation entre science et savoir-faire dans le cadre de la créativité artisanale des villes de la Renaissance, ou d'une insistance sur les migrations de travail et les transferts technologiques, ou encore l'émergence d'un espace public des technologies au XVIIIe siècle. Otto Sibung a montré que les techniciens brasseurs se sont vus reconnaître un tour de main, une expertise qui va jouer un rôle essentiel dans l'établissement des lois de James Joule au début du XIXe siècle. Einstein lui-même, avant de devenir le théoricien de la relativité, rêvait de travailler dans l'entreprise de son père et de son oncle qui produisaient des appareils électrotechniques. Et même devenu célèbre à partir de 1919, il ne cesse dans sa correspondance de revendiquer un intérêt pour les technologies de son temps et une activité d'inventeur. L'expression de technoscience, qui a été forgée par les historiens récemment pour désigner cette interprétation des sciences et des techniques à partir de 1870, va ainsi servir à rouvrir le débat sur les sciences de gouvernement et les technologies de pouvoir, en faisant une place à un troisième terme, celui de l'expertise, dans cette discussion. Cette attention révèle une tendance de fond chez les historiens des sciences contemporaines depuis plusieurs décennies, en particulier ceux qui travaillent sur le gouvernement par les normes à l'échelle mondiale via les organisations internationales. J'aimerais finir par évoquer donc les échelles de ces sciences européennes sur une longue durée. La fin d'une suprématie des sciences européennes dans le monde d'aujourd'hui encourage en effet à reprendre cette réflexion. Aujourd'hui, les approches épistémologiques, cognitivistes ou anthropologiques des sciences tendent à reconnaître que l'universalité des sciences n'implique pas qu'elles fonctionnent partout exactement de la même manière. Pour comprendre la place des sciences européennes dans un monde globalisé, les historiens ont mis en œuvre toute une gamme de problématiques, et j'en présenterai trois. Premier élément, c'est les européanisations par les sciences. On le sait, l'Europe n'est pas la somme de toutes ses parties. En partant d'une approche fondée sur la mobilité des savoirs, une géographie des sciences se dégage qui distingue les pleins et les vides et fait de l'Europe un espace intellectuel à inventer et à structurer. Le legs grec va conduire à la multiplication sur le temps long de nouvelles Athènes, on l'a dit avec la translatio, du Paris de la scolastique à l'Édimbourg des Lumières écossaises. On a une multiplication de ces nouvelles Athènes. C'est une Europe des centres de savoir, mais aussi des fronts pionniers, qu'il s'agisse de l'Espagne arabo-musulmane, où s'épanouissent les sciences d'Averroès, jusqu'à l'Europe ottomane, balkanique, de l'époque moderne, où les circulations de manuscrits et de savants n'ont pas cessé. L'ottomanisation d'Athènes, dès le XVIe siècle, n'empêche pas la diffusion de sa réputation de ville de savoir dans tout l'Empire ottoman et renouvelle les rencontres entre savants grecs, savants ottomans et visiteurs européens de l'Europe occidentale. Les processus de la colonisation de l'intérieur de l'Europe sur ses marges, de l'Irlande à la Transylvanie, en passant par la Laponie au nord et les Highlands d'Écosse, vont s'accompagner de vastes entreprises de connaissances naturalistes. Dans l'Empire austro-hongrois, par exemple, des sciences sont mobilisées pour intégrer ces marges orientales de l'Europe. Le fameux Kronprinzenwerk, cette encyclopédie en 24 volumes, publiée entre 1885 et 1902, consiste à une vaste enquête naturaliste et ethnographique,
Elle est contemporaine des analyses géologiques sur les reliefs karstiques en Croatie, qu'on connaît bien, comme des recherches sur les tremblements de terre ou la climatologie dans l'Empire. Elle rejoue donc sur les failles et les frontières de l'Empire austro-hongrois, définies comme un espace naturel. L'afflux de cette information naturaliste n'est pas sans poser problème et alimente les réflexions autour des infrastructures de savoir en Europe. Coordonner et intégrer sont les deux verbes d'action qui caractérisent cette approche de l'européanisation par les sciences. Ici, l'Europe devient un espace transnational à penser et non plus un simple décor inerte. Dès lors, ce qu'il faut réaliser, c'est l'importance des pratiques de circulation et d'importation. Pour le philosophe des Lumières, André-François Bourreau-Deslandes, la philosophie des Grecs est, je cite, enrichie de tout ce que l'Orient offrait alors de plus précieux. Il faut commencer par s'interroger sur cette ouverture vers l'Orient. L'Europe reste, durant tout le Moyen-Âge, sous l'influence des apports des mondes byzantins et arabes et des sciences judéo-arabes. L'Europe est donc tiraillée entre de multiples apports au Moyen-Âge. Les sciences donc sont tardivement associées à une forme occidentale d'organisation des savoirs de la nature. Soit deux exemples. L'ouverture aux astronomies islamiques puis asiatiques avait été très précoce dès le XIe siècle et va durer jusqu'au XIXe siècle. On a des traités d'astronomie qui essayent d'intégrer ces différents apports, soit du côté de la littérature astronomique arabe, soit du côté des manuscrits en sanskrit à partir de la fin du XVIIe siècle. Autre domaine, la chimie. On se souvient qu'au milieu du XIXe siècle, Ferdinand Hofer, dans une des toutes premières histoires de la chimie, pouvait regarder vers l'Orient pour y trouver les origines de la chimie moderne. Cette curiosité, évidemment, n'est pas neutre, et dans le même temps, on a vu se constituer, au tournant des XVIIIe et du XIXe siècle, la revendication d'une supériorité de la rationalité européenne, auto-analytique, par un jeu d'opposition avec des espaces non européens. Et c'est dans ce cadre aussi que le miracle grec va apparaître. La reconnaissance de cette importance de l'Asie a aussi stimulé au XXe siècle des comparaisons explicites et implicites des sciences et des techniques. Et là, il y a deux entreprises évidemment monumentales, celle de Geoffrey Lloyd et celle de Joseph Needham, tous deux professeurs à Cambridge, qui ont proposé de revenir sur une étude comparée des sciences et des techniques entre l'Europe et la Chine, et entre Antiquité et puis une longue durée pour Joseph Needham. La comparaison avec la Chine a encouragé les historiens à revisiter ces oppositions établies, mais aussi, d'une certaine manière, elle a renforcé le paradigme de la divergence. Quelque chose s'est passé qui a creusé l'écart entre la Chine et l'Europe. La comparaison systématique a permis néanmoins de sortir d'un eurocentrisme étriqué. Elle fige souvent, malheureusement, la description en blocs incommensurables, la Chine, l'Inde, l'Afrique. Pour finir, en forme de conclusion, j'aborderai la question impériale, évidemment, qui est le tableau ne serait pas complet si on n'adoptait pas un point de vue plus global. Et une des caractéristiques des sciences modernes reste ce désir de projection de l'Europe, hors de l'Europe, et cette association avec les dynamiques impériales. On a beaucoup insisté dans l'historiographie récente sur les machines coloniales et le rôle des sciences et des techniques européennes dans l'exploitation de la nature extra-européenne. Tout au long du XIXe siècle, la nouvelle expansion de l'Europe contribue à projeter la science européenne dans ses périphéries coloniales. Plus largement, on y voit l'émergence d'une universalisation du modèle européen par les sciences, comme moteur de la mission civilisatrice de l'Europe. Jusqu'aux décolonisations au milieu du XXe siècle, les colonies servent donc aussi de terrain d'expérimentation aux scientifiques européens. Les recherches sur l'hérédité, les théories de l'évolution participent d'un mouvement aussi eugéniste qui vise à régénérer les races européennes. On voit à partir de la fin du XIXe siècle, les relations entre les sciences et les empires européens se renforcent dans l'optique d'un contrôle plus fort sur les populations colonisées. Mais au-delà de ce thème du laboratoire impérial des sciences modernes, les historiens ont essayé de sortir d'une opposition binaire entre coloniaux et colonisés.
2 situations historiques peuvent nous éclairer à ce propos, la situation postcoloniale et les phases précoloniales. J'ai fait exprès d'inverser l'ordre des choses, si j'ose dire. D'abord, le paradigme de la créolisation dont il était question tout à l'heure. Il y a un paradigme de la créolisation des sciences dans la production savante en Amérique latine, au tournant des XVIIIe et XIXe siècles, Amérique latine qui connaissent une situation postcoloniale avec les premières indépendances. Si les savants du Nouveau Monde ressentent la nécessité de faire valoir leurs différences avec les savants européens et se situent dans une relation ambivalente avec les savoirs autochtones. Le contexte postcolonial, avant l'heure des sciences américaines, nous montre combien les combats pour ou contre la science européenne ont contribué aussi à constituer l'Europe comme une communauté des sciences, même en s'y opposant. Le deuxième contexte éclairant, c'est celui de l'Afrique au temps de l'exploration, dans le moment de la préconquête coloniale, lorsque cette conquête, justement, n'était pas encore acquise, jusque dans les années 1880. Les savants européens visitent des royaumes, sont reçus dans des cours, visitent des bibliothèques mythiques, comme celle de Tombouctou, et la quête scientifique se fonde alors sur des interactions. Collecte négociée plutôt que captation du savoir durant cette période, cette entreprise se présente dans ces décennies comme une activité éminemment diplomatique, d'échanges et de rencontres. Du Sahara jusqu'à l'Éthiopie, ces lieux visités sont riches de cultures savantes qui circulent elles-mêmes, qui ont une histoire et qui ont une vocation universaliste. Une des leçons de ces travaux est de nous obliger à sortir d'une grammaire de la puissance scientifique. Donc aujourd'hui, c'est donc la Chine qui occuperait ce leadership. La rencontre n'est dictée ni simplement par un transfert scientifique, ni par l'idée d'une mise en valeur coloniale. Saisir cette mondialisation impériale des sciences n'est donc pas saisir l'ensemble des processus de globalisation, mais c'est permettre de s'interroger différemment sur les difficultés à faire émerger un monde commun. Je vous remercie.